parmi elles. Il y a une nouvelle génération. Elles ont cru qu'à un moment donné, elles ont pensé que cette ligue allait se dissoudre. Et puis elle a redémarré. Et encore maintenant, elle redémarre. Questa mia veste nera segna un pianto che riaffiora, un lutto, un'ossessione che del giorno fa una sera. L'esilio volontario di chi osserva senza voce, l'olio nell'acqua assume l'espressione di una croce. No, no, ho ancora da giocare con l'inverno che risveglia il temporale, semina il mio cuore. Ho forse un'allergia, se ora mi sento nuda, questo nero è solo Macaria, quest'abisso è solo colpa mia. Nera, nera, ricamata allo specchio che mi implora ancora. Ritornano quegli anni che ero sposa della vita. Ora appartengo a te, al tuo ricordo che mi stupra, un grido che consuma dietro una finestra chiusa. No, no, ho ancora da giocare con l'inverno che risveglia il temporale, semina il mio cuore. Ho forse un'allergia, se ora mi sento nuda, questo nero è solo Macaria, quest'abisso è solo colpa mia. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France et je suis actuellement au Pré-Saint-Gervais avec Gisèle Noublanche de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Gisèle Noublanche. Donc cette Ligue internationale des femmes pour la paix aujourd'hui et la liberté. Et la liberté. On a rajouté et la liberté. Ah non, c'était pour la paix et la liberté. Et la liberté, dès le départ. Et alors, bon, là, il y avait Gabrielle Duchesne, il y a même Simone... qui n'a pas pu aller à La Haye. Et elle n'a pas pu aller à La Haye. Non, elle n'était pas à La Haye. Et alors, je voyais qu'en faisait partie aussi empêchée. Simone de Beauvoir, Camille Flammarion... non, il n'y avait pas encore ces femmes-là. Pas encore. Non, au début. Mais après, elles ont adhéré. Parce que j'ai lu un peu la liste de celles qui avaient adhéré. Ah bah vous êtes plus informé que moi. Tu es plus informé que moi. Alors, il y en a beaucoup dont j'ai pas retenu les noms, mais j'ai vu que Simone de Beauvoir en faisait partie à un moment donné. Ah oui. Camille Flammarion aussi, qui a quand même milité pas mal. Ah bon. Alors Solange Fernex, bien sûr. Hein. Et puis, mais alors après, justement, ce qui est intéressant, c'est que comme ça s'adapte à l'actualité, pour le désarmement et l'antinucléaire, elles ont agi, elle a agi cette ligue. Oui, bien sûr. Il y a eu, elles ont agi aussi pour le développement, d'ailleurs, pour les droits de l'homme, puisque c'est la liberté. Ah oui. Hein, il y a, au moment de Pékin, par exemple, elles avaient organisé tout un trajet, un train qui a traversé l'Europe et qui devait aller à Pékin, et bon, le premier Pékin. Mais elles ont agi pour le désarmement nucléaire. On a même un bureau, on a deux bureaux. Un bureau à Genève, pas loin des Nations Unies, qui participe beaucoup au comité sur les droits de l'homme. On a le droit d'ailleurs. Moi, je suis allée une fois parce qu'il y avait les négociations sur le traité de non-prolifération. Mais comme je ne parle pas l'anglais, j'ai perdu beaucoup de choses, quoi. Je n'ai que quelques mots d'anglais. Mais c'était très intéressant parce que en tant qu'ONG à voix consultative,
aux Nations Unies, quand on s'adresse à notre secrétariat international, qu'on dit voilà, il y en a une parmi nous qui veut aller on peut rentrer. Vous voyez, j'ai assisté à ces négociations sur le TNP, c'était en quelle année? 2013, je sais plus. 2013, je crois, oui. 2013, voilà, c'est ça. Et on était 2 copines, mais bon, et ça donne l'occasion aussi pour celles qui parlent anglais, parce que autrefois c'était espagnol, français, anglais, maintenant il n'y a plus d'argent, alors c'est anglais. Bon, mais ça donne l'occasion de rencontrer des gens, de parler avec eux, voilà. Donc il y a Genève, et puis on a un deuxième bureau à New York, à côté aussi des Nations Unies, qui est surtout très spécialisé justement sur le désarmement nucléaire. Qui discute beaucoup là-dessus, qui produit enfin, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, le désarmement nucléaire, là, on y arrive. Au désarmement nucléaire. Parce que, la France a quand même un rôle à jouer là très important, étant donné que la France est un des pays les plus nucléarisés, on peut dire, par rapport au nombre d'habitants. Oui. Comment est entendue la France, justement? Comment elle est perçue au niveau international? Bon, si on parle des pays non dotés, je pense que la France fait fausse route quand même, que la France fait peur. Elle fait peur avec ses armes nucléaires. L'action diplomatique de la France en général est assez bien. Enfin, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour aller faire la guerre dans un pays, c'est autre chose. Mais enfin, la France a assez bonne réputation au niveau diplomatique international, disons en gros. Mais sur le nucléaire, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi la France a tellement développé le nucléaire, les bombes atomiques, etc. Ça, c'est quand même l'action du général de Gaulle. Nous savons le général de Gaulle qui voulait justement ne pas dépendre des 2 pays de la guerre froide, et à ce moment-là, il a décidé de se faire, lui, sa petite bombinette. Absolument. Bon. Absolument. Alors, mais depuis, on a vu les effets. C'est militaire avant d'être civil en France. Absolument. C'est militaire avant d'être civil. Malheureusement, il y a eu, on parlait de l'Algérie tout à l'heure, mais en 1960, on a commencé nos essais nucléaires en Algérie. Et il y a eu de sacrés dégâts encore actuellement. Il y a beaucoup de gens malades des suites de ça, parce qu'on a laissé là-bas, ça a été de 60 à 66, après les accords d'Évian, après la fin de la guerre de 62. On a continué, il y avait des accords sur les essais nucléaires de la France jusqu'en 66, et après on est allé à Moruroa. Mais il y a eu énormément de dégâts, il y en a encore énormément. Et tu y étais à cette époque en Algérie? Est-ce qu'on le savait? Est-ce que les Algériens étaient au courant de ce qui se passait? Parce qu'en général, tout se passait dans le secret, justement. Là, on arrive au fameux secret. Moi, je ne l'ai pas su. Je vivais en Algérie, je ne l'ai pas su. Quand j'étais en France, je ne le savais pas non plus. C'est Solange Fernex qui m'a appris qu'il y avait eu des essais nucléaires et qu'il y avait des gens malades, etc., qu'il y avait eu des erreurs. Puis un jour, je suis montée au Larzac et je faisais du stop et j'étais dans une petite 2 chevaux et il y avait l'amiral Sanguinetti avec ses grandes jambes, alors on avait du mal à tenir. Et il a raconté comment il a vu un essai manqué là-bas, et l'effroyable boule qui est sortie, enfin la montagne qui a complètement bougé comme ça. Voilà. Bon, donc les dégâts produits parce qu'on a laissé du matériel. Il y a eu un bouquin qui a été écrit sur les irradiés de la République. Il y a donc une association d'anciens irradiés du temps de ces essais, à la fois en Algérie et à Moruroa. Mais le livre est de Bruno Barillot. Oui. Et donc ça s'appelle « Les irradiés de la République, les victimes des essais nucléaires français prennent la parole ». C'est un livre qui date de 2003, ça. Essentiellement sur l'Algérie ou parle aussi de... sur l'Algérie et sur Moruroa. Bon, c'est parce qu'on a ignoré aussi, on a voulu ignorer les protestations des peuples polynésiens.
bien sûr. Parce qu'il y a eu pas mal de malades, de gens, il y en a encore. Il y a des malformations à la naissance, parce que c'est comme à Tchernobyl. Hein. À Tchernobyl, plus on va et plus les enfants sont malades, les générations les unes après les autres, la maladie est aggravée. Et là, on a touché au génome humain, on a abîmé le génome humain. Bon, eh ben, on fait des enfants monstrueux, on fait des fausses couches, etc. Et à Papeete, etc., il y avait le mouvement de résistance aux essais a été assez lié au mouvement indépendantiste, mais pas complètement. Hein. Oscar Temarou. Oui, il y avait Oscar Temarou, moi j'avais une copine qui avait créé une association ici qui s'appelait, tu la connais sûrement, Madeleine Briselance. Ah oui. Ah, tu l'as connue, bon. Madeleine Briselance, oui, qui était dans toutes les manifestations. Oui, et qui a fait cette association de SOS Tahiti. Et malheureusement, elle a voulu se marier avec un des indépendantistes qui était arrêté, en se disant il sera peut-être un peu plus libre. Et ben, ils leur ont donné, je crois, une demi-heure dans le hall de la prison, et c'est tout. Ils leur ont même pas donné 24 heures. Elle l'a jamais revu, son mari. Elle est morte sans l'avoir revu. Il y avait des femmes à Tahiti qui luttaient pour le désarmement nucléaire et contre. Oui. Oui, Marie-Thérèse. On était en contact avec elle. Elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre aussi. Alors justement, puisqu'on est sur Mururoa, on va peut-être dire un mot de Gilbert Nicolas. Oui, Gilbert Nicolas, c'est un de ces personnages qu'on ne peut pas oublier, quoi, hein, qui est vraiment une force de caractère. Oui. Et qui fait des marches encore. Qui a fait des marches, oui. Même aux États-Unis, je crois, il a fait Australie. En Australie, aux États-Unis. Avec la présidente actuelle de la section française de la LIF. Oui, de la Ligue. La connaît très bien. Tu la connais? Enfin, moi, je la connais pas, mais lui la connaît très bien. Oui. Et qui est Sophie Morel. Voilà. Qui a été longtemps administratrice au réseau Sortir du nucléaire. Et maintenant, quelles sont les inquiétudes et qu'est-ce qu'on peut faire? Après des catastrophes alors dans le civil, avec et surtout la dernière de Fukushima. Oui, bien sûr. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Oui. Hein, il y a eu en 57 en Russie Mayak, simplement avec des déchets qui se sont mis à exploser. Hein, alors actuellement, on produit du plutonium qui n'existe pas dans la nature, donc un microgramme peut créer un cancer et un milligramme, c'est létal, c'est un cancer mortel. Hein, et on en produit 3 kilos par jour, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il faut faire très attention dans les centrales à propos de ce plutonium. Parce que si on oublie qu'il faut faire des petits paquets de 3 kilos, quand ça arrive à 5 kilos, ça explose tout seul. Hein, c'est une bombe nucléaire. Et on le transporte sur les routes, on l'amène à Cadarache. Voilà, et là, heureusement que Greenpeace, de temps en temps, a essayé de freiner quelques convois. Voilà. Come out if you
Hold hard, don't beat so loud. For me, keep your calm as he walks out on you. No tears, don't you come out. If you blind me now, I am defiant. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France et je suis actuellement au Pré-Saint-Gervais avec Gisèle Noublanche de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et alors, là, l'intervention de Gilbert Nicolas, pacifiste et équipier du FRI, voilier des luttes antinucléaires. Alors, pourquoi tu as invité Gilbert Nicolas ? Pourquoi j'ai invité Gilbert Nicolas? Mais parce que c'est le genre de gens comme ça qui vont jusqu'au bout de ce en quoi ils croient. Hein? Alors, cette histoire des essais nucléaires, il avait compris que c'est terrifiant comme arme. C'est d'abord immoral, c'est extrêmement coûteux, mais c'est aussi terrifiant parce qu'on porte atteinte à la vie dans ce qu'elle se transmet. Hein, voilà. C'est ça. Et alors, avec d'autres pacifistes non violents, c'est un non violent. Il croit avant tout aux démarches non violentes à la Gandhi. Et avec d'autres pacifistes, ils ont eu l'idée avec le capitaine, comment il s'appelait, Moody. Ils ont affrété une flottille et ils sont allés se mettre dans les lieux interdits où allaient avoir lieu en 73 certains essais nucléaires dans le Pacifique, que ce soit les Français, surtout à Montrouge. Même, je crois, il a dû y avoir une flottille aussi pour les îles Marshall, mais j'en suis pas très sûre. Bon, pour les Américains, quoi. Hein. Et alors, là, sur le bateau, sur le FRI qu'ils ont affrété, il y avait des tas de personnalités. Il y avait Jean-Marie Muller, qui est le chantre de la non-violence dans le monde entier. Il n'y a qu'en France qu'on ne le connaît pas beaucoup. Mais quand on parle de Jean-Marie Muller, dans le monde entier, il est très connu. Il y avait Brice Lalonde, qui n'avait pas encore construit son itinéraire. Bon. Il y avait Jacques de Bollardière, le général Jacques de Bollardière. Il y avait Jean Toula, un prêtre, Jean Toula. Oui. Et ils appelaient ça le bataillon de la paix. Ils appelaient ça le bataillon de la paix, voilà. Et ça, c'est quand même important parce que ils ont été un peu les précurseurs de ce qu'a fait ensuite Greenpeace à Auckland. Absolument. Donc, on peut penser que ça a été la naissance de Greenpeace aussi. Voilà, on peut le dire comme ça, oui. La Croix-Rouge internationale a commencé à s'inquiéter sérieusement aussi sur le nucléaire militaire et sur les effets à moyen terme, à long terme, etc. Et elle avait fait un petit fascicule, je ne sais pas si je l'ai là, mais je te le donnerai, qui circule quand même, qui est pas mal fait, avec des photos. Et donc, il y a eu cette idée qui a germé parmi les pacifistes il y a quelques années, quand on a vu à quel point les nations dotées s'opposaient réellement au désarmement. L'article 6 du traité de non-prolifération, il est vraiment pas du tout suivi, puisqu'il oblige les possesseurs de l'arme nucléaire à désarmer de bonne foi et à supprimer leurs armes nucléaires. Donc c'est assez inquiétant, parce qu'il y a des pays qui sont en dehors du TNP et qui ont l'arme nucléaire, et d'autres pays qui sont sortis aussi du TNP. Donc c'est inquiétant. Donc il y a eu, les pacifistes ont été très, très inquiets, moi aussi, des conséquences humanitaires à long terme. Et donc, on a commencé à parler de désarmement, au moins pour la vie de l'homme, quoi, pour l'humanitaire. Et alors, il y a quelques pays
non dotés qui étaient... parce qu'il y a quand même... combien? C'est 130 pays, je crois, non dotés, ou 137, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement le nombre, mais enfin, c'est de cet ordre-là. Oui. Non dotés qui seraient pour un traité international d'abolition de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a des petites mesures sur les essais qui ont été prises, on a avancé sur des petites choses comme ça, mais l'arme bactériologique, l'arme chimique, ont des traités internationaux qui gèrent cette situation et qui les interdit carrément. C'est interdit. Donc à ce moment-là, on peut prendre des sanctions contre des pays qui... Mais l'arme nucléaire, il n'y a jamais eu de traité d'interdiction. Et les pays dotés, les 9 pays, sont tout à fait contre un traité d'interdiction comme ça. Et ce sont les pays non dotés et les minorités pacifistes comme nous qui défendons l'idée d'un traité international dont, alors il s'est formé maintenant au sein des Nations Unies un open group, un groupe ouvert où participent quantité d'États non dotés pour tenir des discussions qui permettraient des décisions qui feraient avancer le problème. Voilà. C'est ça, un open group. Et ça s'est beaucoup discuté depuis quelques années, après que certains pays aient déjà organisé des rencontres sur le désarmement humanitaire. Il y a eu en Espagne. Le gouvernement français ne peut pas en entendre parler. Et on leur a demandé d'être présents au moins aux rencontres. Ils n'ont pas bougé, etc. Voilà. Bon, donc, les jeunes... Alors, il y a ce réseau, cette campagne, International Campaign Against Nuclear Weapons, ICAN, qui est évocateur aussi, c'est symbolique. Il s'est formé un groupe de jeunes, et il peut se former d'autres groupes de jeunes, c'est ce que ICAN espère. Donc des jeunes qui se regroupent entre eux sur cette campagne, et l'Europe soutient, Erasmus soutient, c'est un projet qui est soutenu donc, par l'Union européenne. Donc nous encourageons beaucoup les jeunes à se regrouper pour demander l'abolition totale des armes nucléaires et d'imaginer, de trouver des actions, des modes d'action qui les fassent connaître. Alors, l'Union pacifiste est bien sûr une des associations qui participent à l'ICAN. Oui. Ça, c'est bon. Mais comme tu le sais, l'Union pacifiste milite aussi pour l'abolition de toutes les armes, pas seulement les armes nucléaires. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux te poser la question. Toi, à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie dans les armes ou est-ce que tu penses qu'il faut abolir aussi toutes les armes ? C'est sûr que bon, l'idéal des femmes de la WILPF, c'était ça aussi, leur déclaration. C'était abolir toutes les armes. Effectivement, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté est, comme d'ailleurs l'Union pacifiste, pour l'abolition de toutes les armes. Je rappelle aussi que l'Union pacifiste va encore un petit peu plus loin, puisqu'elle est pour la suppression de toutes les armées, comme l'ont fait d'ailleurs certains pays, et notamment, je n'en citerai qu'un, l'Islande, parce que vous avez entendu la belle chanson tout à l'heure de Emiliana Torini. Alors je tiens maintenant à remercier Gisèle Noublanche qui nous a accordé cet entretien sur son engagement, vous l'avez entendu, son engagement en France, au Bénin, enfin au Dahomey de l'époque, le Bénin d'aujourd'hui, en Algérie, et auprès d'ailleurs de tous les enfants victimes des guerres et des violences. Si vous voulez la rencontrer, il vous suffit d'aller au Pré Saint-Gervais, au marché du Pré Saint-Gervais où elle tient un stand une fois par semaine de son association La Paille et le Mille, ou alors vous allez, puisque c'est tout près de Paris, à la maison des associations du Pré Saint-Gervais où tout le monde la connaît. Alors voilà encore une grande figure du pacifisme que nous avons été heureux de saluer. Et maintenant il me reste à vous dire au revoir. Merci à Pedro qui assure avec régularité, constance la technique de notre émission. Et je vous dis à la semaine prochaine.